Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs de ces journées de m'avoir invité. Avec certains d'entre vous au moins, on se connaît assez bien et de longue date. Je suis donc un chercheur sur les relations âge, santé, travail depuis une belle durée maintenant. Je précise tout de suite que je suis très peu, voire pas du tout spécialiste du secteur du bâtiment, ce qui me distingue, je pense, de la plupart des orateurs de cette journée. Mais ce qu'on m'a demandé, c'était de cadrer un peu un certain nombre de notions autour de cet objet bizarre là qui nous tombe dans les mains ou qui nous tombe des mains parfois, et qui est la pénibilité. Pour nous tous, acteurs, chercheurs, praticiens en santé au travail, on a vu arriver cet objet, en gros, avec la réforme des retraites de 2003. On a commencé vraiment à le remettre dans l'agenda social, comme on dit, et avec pas mal de vicissitudes depuis, et on n'en a pas fini. Je pense qu'on est tous un peu à se demander par quel bout on va attraper ça. Est-ce que c'est un outil qu'on va pouvoir prendre en main pour agir, pour faire de la prévention? Est-ce que c'est une espèce de boule plus ou moins informe et hérissée de piquant qu'on n'aura qu'une envie, c'est de poser de côté avant de se piquer dessus? Ce que je peux essayer de faire au vu des connaissances que l'on a et des réflexions qu'on peut développer sur ce thème, c'est de faire une tentative de clarification de ce sujet-là, en disant que, au travers de toutes les acceptions qu'on a pu voir, de toutes les connaissances qu'on a pu mobiliser, de tous les débats sociaux qu'il y a eu à ce sujet, nous proposons, dans le petit réseau de recherche auquel je participe, de distinguer, c'est ce que dit le titre de ma communication là, 3 formes de pénibilité qui correspondent un peu à 3 champs de connaissances différents et probablement aussi à 3 registres d'action. Il ne sera sans doute pas mauvais, quelles que soient les formes définitives des formules juridiques qui vont être adoptées, de savoir à chaque moment, dans les actions qu'on met en œuvre, auquel de ces 3 registres on est en train de se référer. Ça clarifiera tout de même bien les choses. Alors, la question un peu générale, on la connaît, c'est une question compliquée. On comprend que le dialogue social et les politiques publiques n'est pas répondu forcément facilement, qui est comment intégrer la diversité de situations individuelles en fin de vie active et des itinéraires professionnels tout au long de la vie, et sans renoncer pour autant à des principes d'intérêt général, puisque c'était l'idée d'une loi. Le légal, c'est ce qui est censé porter l'intérêt général. Et donc nous voilà avec des mesures qui veulent se référer à des principes d'intérêt général et qui en même temps sont obligés de prendre en compte des situations extraordinairement particulières, puisque 2 personnes n'ont pas eu le même parcours professionnel, n'ont pas non plus le même état de santé, n'ont pas non plus les mêmes conditions de travail au moment même où elles sont à l'approche de la retraite. Et il s'agit de naviguer au milieu de tout ça. Alors, les vicissitudes, disons, je m'en tiendrai aux 12 dernières années. Pour mémoire quand même, gardons en tête, et vous retrouverez facilement des références là-dessus, qu'il y a eu une loi départ anticipé pour pénibilité dans notre France entre 1975 et 1982. Alors, peu de gens s'en souviennent ou le rappellent, mais je le rappelle, hein. C'était le gouvernement Chirac à l'époque, de Valéry Giscard d'Estaing qui était président de la République. Et il y avait eu une loi avec des départs anticipés à 60 ans, puisqu'à l'époque, l'âge seuil du départ en retraite était à 65 ans, pour certaines personnes exposées au cours des 15 dernières années à l'époque de leur vie professionnelle à un certain nombre d'items qui ont quelques points communs avec ceux de la liste actuelle. Oublions ça, cette disposition est évidemment noyée, comme on dit, par la retraite à 60 ans pour tous, qui a été décidée en 82. Mais en tout cas, voilà, ça réapparaît maintenant depuis, en gros, la réforme des retraites de 2003. Alors, on ne voit pas super bien l'écran qu'on est censé là. Je vais être obligé de me tourner de temps en temps. Je vous prie de m'en excuser. Donc, la question qui a été soulevée à l'époque, c'était que la réforme de 2003, la réforme dite Fillon, qui était ministre des Affaires sociales à l'époque, a amorcé l'allongement des durées de cotisation nécessaires pour pouvoir prendre sa retraite à taux plein, sans décote.
allongement que la loi de l'année dernière, de 2014, comme vous le savez, a décidé de prolonger par anticipation au-delà de 2020. Alors, un certain nombre d'acteurs sociaux, et notamment 2-3 organisations syndicales qui étaient plutôt en faveur de la réforme à l'époque, qui l'ont plutôt approuvé, l'ont approuvé sous condition de dispositions carrière longue d'une part, et d'autre part, que se mettent en œuvre des négociations sur la pénibilité. C'est donc ce qu'a décidé la loi, avec l'idée qu'il fallait qu'il y ait une définition et une prise en compte qui soient décidées dans la négociation collective à l'époque. C'est un choix qui peut se discuter d'ailleurs, il pourrait y avoir d'emblée l'État qui prenne ses responsabilités, afin tout à la fois d'avoir des dispositifs qui limitent les effets de l'usure professionnelle, qui rendent possible le maintien en emploi. Il y avait d'emblée toute une série d'objectifs plus ou moins cohérents entre eux. Cette négociation, comme vous le savez, c'est, pardon pour la familiarité, plantée. Elle a démarré en fait 2 ans plus tard, déjà c'est pas bon signe, hein, 2005, et en fait elle a abouti en 2008 à un bout de définition très proche de celle que la loi adopte maintenant, avec quand même une nuance que je pense que j'évoquerai. Puis est venue la loi de novembre 2010 qui, elle, a installé une définition légale. Alors je le dis tout de suite, hein, donc la différence avec celle à laquelle la négociation avait abouti est assez importante. La définition adoptée dans la négociation évoquait des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Et la loi dit susceptible de laisser des traces, etc., etc. Ce qui est beaucoup plus, en effet, dans l'esprit d'une approche par les expositions, par la pénibilité à proprement parler. Donc c'est ça la définition actuelle, c'est le fait d'avoir été exposé à des caractéristiques du travail qui sont énumérées, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Et puis, en même temps qu'on adoptait cette définition, on adoptait une mesure de compensation pénibilité dont, pour abréger, je dirais qu'elle n'était pas du tout cohérente avec cette définition. Ça, c'est mon jugement. Chacun ici peut se faire le sien, mais celui-ci, je le dis, quoi, je pense vraiment, j'ai écrit autant qu'il fallait. Et je ne suis pas complètement sûr d'ailleurs que les auteurs de la loi ne se soient pas rendus compte de cette contradiction, au moins pour certains d'entre eux, parce qu'on le leur avait dit. Bon. Et on a fait, comme vous le savez, un dispositif qui est toujours en vigueur d'ailleurs, qui est en fait une espèce de compensation, si l'on peut dire, d'incapacité professionnelle liée à des maladies professionnelles avec un haut niveau de rente, etc. C'est tout à fait autre chose. Ça demande d'être malade reconnu, ce qui n'a au fond pas grand-chose à voir avec l'idée on évalue des traces, enfin des expositions, pardon, susceptibles d'avoir des traces, etc., etc. Ça vient, à mon avis, brouiller la réflexion, et ça a eu le résultat qui était peut-être le résultat attendu, qui est, comme vous le savez sans doute, un tout petit nombre de gens qui bénéficient de ce dispositif chaque année. Je crois qu'on est au rythme de 2 à 3 000 par an. Enfin, je sais que Paul Frimac est ici, siège dans une commission, peut-être d'autres, et que c'est des tout petits nombres, avec tout un travail d'évaluation qu'on est quand même obligé de faire. Bon, laissons ça de côté. Et par contre, cette loi lançait un volet de 2010, lançait un volet prévention, qui lui avait sa cohérence sans aucun doute. Son efficience, c'est à voir, mais peut-être son efficience aussi, avec des accords et plans d'action pour les entreprises où il y aura au moins 50% des gens exposés aux 10 items de la loi. Et puis alors est venue enfin la réforme de l'année dernière qui a créé, qui n'est pas tout à fait fini de le mettre en place, mais ce fameux compte pénibilité. Bon, fin de ce petit résumé historique à la galopade, là, pour entrer donc dans ce que je souhaite développer, qui aura à voir évidemment avec les vicissitudes dont je parlais et les chaos de cette période sur le sujet. Donc, nous suggérons de bien distinguer 3 grands volets. C'est ce qui fait le titre de mon exposé. Un volet d'astreinte potentiellement, on retrouve le susceptible, hein, pathogène et invalidante à long terme, et donc, en clair, susceptible de jouer sur l'espérance de vie ou sur la santé au grand âge, et donc à la qualité et à la durée de la retraite. Et donc c'est à ce titre qu'on peut trouver légitime qu'il y ait des possibilités de départ anticipé financées c'est à voir, mais enfin par les régimes des retraites ou avec une contribution de la caisse AT-MP au régime de retraite. Mais il y a au moins 2 autres pénibilités qui, pour nous, acteurs, praticiens, chercheurs, etc., nous restent en même temps sur les bras, qui ne disparaissent pas du même coup,
et que je vais essayer de préciser, c'est des pénibilités dues, cette fois, à un problème de santé, lui-même dû ou non, ou très partiellement au travail, mais simplement dû au fait qu'on n'a pas en santé parfaite et que notre travail demanderait qu'on y soit en santé parfaite. Et puis un troisième, qui est la pénibilité au sens le plus courant du terme, la pénibilité vécue. Il y a de la pénibilité parce que je trouve mon travail pénible, et qui est tout un vécu difficile du travail pour des raisons multiples, qui ne sont pas forcément candidates à se retrouver par exemple dans la première, celle qui donne lieu à des compensations. Alors je vais reprendre chacune des trois, et je vais essayer de naviguer bien avec la petite flèche, parce que j'ai des hypertextes, si je veux. Bon. Je n'ai pas tout à fait atteint le résultat voulu, on va faire sans les hypertextes. Alors, sur la première pénibilité, donc, en gros, celle de la loi, hein, celle de la loi, notamment celle du compte pénibilité, par exemple. On peut considérer que le premier texte, un peu fondateur d'une réflexion politique et juridique là-dessus, c'est un rapport d'Yves Struyou, qui est aujourd'hui DGT, que vous avez vu hier, je crois, qui à l'époque était conseiller d'État et qui était chargé par le Conseil des retraites de faire une réflexion là-dessus. Et si je résume en une diapo ce rapport, très intéressant, vous trouverez assez facilement sur le site du Conseil des retraites, il indiquait qu'il fallait, en effet, si on mettait en place un système de retraite et de compensation par des départs anticipés, il faudrait qu'il y ait un critère permettant donc ce départ précoce qui devrait revêtir les caractéristiques suivantes, se référer à des expositions qui soient connues comme des facteurs de risque à long terme, avec des effets potentiellement irréversibles, graves, handicapants, avec des temps de latence qui peuvent être longs, et qui, il insistait déjà, c'est intéressant, ne sont pas toujours vécus comme pénibles. L'exemple des toxiques cancérigènes, par exemple, est un bon exemple de ce point de vue-là. C'est pas irritant, c'est pas allergène, c'est pas, enfin, ça l'est souvent pas, disons. À la limite, on peut ne pas s'en rendre compte du tout. Ça ne crée aucune pénibilité dans l'instant. Ça n'en est que d'autant plus dangereux à long terme. Alors voilà ce que cadrait le rapport d'Yves Struyou. Et dans la foulée, il y avait eu un exercice fait, vous l'entendrez dans un instant, par Gérard Lasfargue, il y a une dizaine d'années, qui a fait un travail attentif de recension des connaissances scientifiques allant dans la même orientation que le rapport du Struyou. Que savait-on dans la littérature internationale, à peu près à cette époque-là? Ça a un peu évolué depuis, mais enfin les conclusions majeures restent parfaitement valides, sur les relations entre exposition professionnelle et leurs effets de long terme sur la santé. Là aussi, c'est un rapport qui est accessible au web facilement, hein. Vous tapez Lasfargue, travaux pénibles, ça y est, vous l'avez. Mais sinon, c'est sur le site de le nôtre, le site du Centre d'études de l'emploi, puisque ça avait été un rapport qui avait été fait à notre demande et avec un tout petit peu notre collaboration. Alors, que disait Gérard dans ce rapport précieux qui fait une 60aine de pages, dont je pense 10 ou 15 de biblio, ce qui justement le rend d'autant plus utile. En gros, ce qu'il indiquait, c'était qu'il y avait lieu de se focaliser sur des expositions dont les expositions, par la définition, à long terme, sont établies avec un niveau de preuve élevé. Et pour l'essentiel, il mentionnait les toxiques à cause des risques de cancer, les horaires nocturnes à cause des risques de fragilisation de l'appareil cardiovasculaire. Depuis, on pourrait y ajouter le caractère cancérogène non autant établi il y a 10 ans, et qu'il évoquait à l'époque encore très prudemment, enfin, maintenant on est de plus en plus sûr. Et puis bien sûr les gros efforts physiques, qui eux n'ont guère de lien avec l'espérance de vie, mais qui ont parfaitement à voir avec la santé au grand âge, donc avec ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité. Vous voyez évidemment pourquoi, enfin tous les problèmes des douleurs articulaires qui peuvent pourrir la vie d'une personne âgée. Bon. Alors, un point sur lequel Gérard Lasfargue a insisté plutôt 10 fois qu'une dans ce rapport, et qu'on ne peut qu'approuver, qui est très important, je pense, pour notre débat d'aujourd'hui, consistait à dire la science ne fixe pas des seuils. Et la science ne fixe même pas des espèces d'abac, de barèmes, de liens immédiats, tant d'années d'exposition au travail de nuit à tel volume d'heures correspondent à tant de mois de moins d'espérance de vie, et donc on devrait compenser par tant de mois de départ anticipé. Ce n'est pas comme ça. Et il a passé tout le rapport à dire on n'est pas dans une situation où les experts ne peuvent rien dire, ils peuvent dire beaucoup de choses, il y a des connaissances scientifiques précieuses sur lesquelles le débat social peut s'appuyer, mais ce n'est pas la science qui va fixer des seuils, c'est le débat social utilisant les connaissances scientifiques. Alors c'est très important parce que, y compris pour nos pratiques,
à nous tous. Parce que on voit bien que la préoccupation majeure qu'on a là aujourd'hui, c'est maintenant il y a des seuils qui sont en train de se décider, ou qui sont en train bientôt de finir d'être décidés. Ils ne sont pas le produit d'une réflexion scientifique carrée qui déciderait en dessous ça va, au-dessus c'est grave. Bien entendu, on a besoin de faire la prévention, à la fois au-dessus, même si finalement on n'arrive pas dans l'immédiat à passer en dessous des seuils, et à la fois en dessous, parce que c'est pas parce qu'on est un peu en dessous des seuils qu'il n'y a pas de problème de santé au travail. À un moment donné, pour des raisons de compromis social et financier, pourquoi pas le dire, on décide que les seuils qui permettent d'ouvrir, par exemple, de commencer à accumuler des points dans le compte pénibilité, eh bien c'est ça, avec tel niveau d'exposition et tel nombre d'heures. Bien, ça existe. D'une certaine manière, et en première analyse, on peut dire que pour nous ici, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pratiquement pas notre affaire. Évidemment, c'est un élément tellement fort du contexte dans lequel on va exercer que c'est obligé d'être un peu notre affaire. Mais nous, on a autant besoin d'agir juste un peu en dessous des seuils que juste un peu en dessous, etc. Et en tout cas, les connaissances scientifiques auxquelles nous tous nous référons, ce n'est pas elles qui déterminent de manière absolument carrée et définitive ces fameux seuils. Bon, voilà, je redis cette phrase qui était explicitement ce que disait le rapport de Girard. Alors, pour essayer de faire des investigations sur ces questions de pénibilité, première pénibilité, la pénibilité effet de long terme, j'ai eu l'idée de vous présenter très très vite, hein, là aussi je pourrais procurer des références à ceux qui le veulent. C'est par exemple repris dans un article de la revue avec de la recherche en sciences sociales en 2006, que vous voyez référencé là. On a eu l'occasion, nous, dans notre équipe, de faire, à peu près à l'époque où se lançaient les réflexions sociales sur la pénibilité, une investigation un peu attentive sur un métier, le moins loin que j'ai pu trouver dans nos travaux des préoccupations que vous avez peut-être dans le bâtiment, peut-être vous considérez que c'est assez distant quand même, qui est celui des reapers, ce qu'on appelle la profession, c'est-à-dire les personnes qui sont derrière les camions-bennes dans la collecte des déchets. Et en fait, comment avons-nous fait pour instruire cette question? On a fait exactement comme chacun de nous ici peut être amené à faire dans ce genre de dossier, on bricole. On bricole au mieux avec tout ce qu'on peut recueillir comme éléments et qu'on essaye de mettre ensemble pour que ça fasse sens. Alors, je vais énumérer les éléments dont, en l'occurrence, on s'était servi. D'une part, on avait pu avoir quelques données de mortalité qui aident à cadrer la réflexion. On les avait eues seulement pour les éboueurs travaillant en régie, les éboueurs des collectivités locales, parce que la CNRACL, la Caisse de retraite des collectivités locales, a des très très bons fichiers qui permettent de reconstituer un peu le passé professionnel des gens et qui, en même temps, évidemment, connaît leur âge de décès. Alors, on avait pu constater que voilà, les rectangles rouges sont les espérances de vie à chaque âge des éboueurs, les bleus, c'est la moyenne des personnels des collectivités territoriales, et on pouvait voir donc qu'il y avait effectivement un différentiel dont, évidemment, ce qu'on a écrit le précisait bien, tout n'est pas dû aux conditions de travail. Mais on a toujours quand même la possibilité de se dire qu'il est bien possible que le travail joue un rôle dans cette espérance de vie pas bonne des éboueurs. Alors, en même temps, on a fait beaucoup d'entretiens avec les anciens, et j'aime toujours bien évoquer ça dans des publics, disons, services de santé au travail, parce que ça, c'est quelque chose qui peut se faire, et qui se fait d'ailleurs dans certains services de santé au travail. Et dans notre expérience, en tout cas, c'est très très intéressant. C'est-à-dire réévoquer les aspects de pénibilité du parcours professionnel avec une personne qui est sur le point de prendre sa retraite ou dans d'autres circonstances qui vient de la prendre, c'est en général assez riche. Alors, pour notre part, nous conduisions ces entretiens de manière très simple qui est celle-ci. On commençait par partir de situations en fin de parcours, l'échange comme ça sur un certain nombre d'aspects des difficultés du travail dans la dernière période, en leur proposant de comparer avec le passé, c'est-à-dire est-ce que ça a toujours été comme ça, quand est-ce que ça a changé au cours de votre vie professionnelle, de tirer un petit bilan à la fin. Voilà dans l'ensemble ce que je pense des effets du travail sur ma santé au bout du compte. Et l'ensemble de ces questionnements-là étant évidemment dans une démarche qui cette fois est celle des ergonomes qui sont la discipline dominante dans notre équipe, en étant très très attentif à la variabilité. Alors ça vous le savez peut-être, hein, la question qu'est-ce qu'il y a de difficile dans votre travail est beaucoup moins riche que quand est-ce que votre travail est particulièrement difficile.
en réponse, je veux dire. Les réponses que ça provoque sont beaucoup plus fines et beaucoup plus précises quand d'emblée on propose aux personnes d'indiquer en quoi telle journée ou telle période ou tel outil ou telle situation sont particulièrement pénalisantes. Et en même temps, on les interrogeait, mais ça j'y reviendrai dans la troisième partie de mon exposé, sur les stratégies d'expérience qu'ils mettaient en œuvre pour essayer de se préserver. Ça aussi, ça permet aussi de comprendre des choses importantes sur les expositions elles-mêmes. Alors, je ne vais pas développer les diapos qui vont venir, qui sont des extraits de verbatim. Vous les trouverez facilement dans les publications dont j'ai parlé. Mais voilà, en effet, on recueillait des éléments comparatifs avec d'autres métiers qu'ils avaient faits, des éléments comparatifs entre des situations, quel type de camion, quel type de poubelle, etc., des jugements qu'ils portaient, des éléments sur la pression du travail, le fait de se dépêcher, le fait de sauter du marchepied avec des chaussures de sécurité qui, à l'époque, étaient plus rigides que celles qu'il y a maintenant et qui, par conséquent, traumatisaient davantage les membres inférieurs, etc., etc. Il y avait des éléments qui portaient sur leur état de santé et l'évolution de cet état de santé, les fatigues qui viennent, les bronchites, les douleurs aux genoux, etc., les problèmes circulatoires. Bon. Il y avait des éléments, malgré tout, qui citaient des améliorations, et notamment avec l'arrivée des containers, qui avaient remplacé les poubelles à poignées et les sacs poubelles dans la vie de ces personnes. Certains semblaient dire quand même qu'il y avait plus besoin de réfléchir, mais donc moins besoin de courir pour gagner du temps au cours de la tournée. Vous savez sans doute, hein, la plupart des rippers sont en finie partie. Et donc il y a une espèce de piège là, à l'auto-accélération, c'est-à-dire je finis ma tournée, je peux rentrer chez moi. Ce qui semble un droit intéressant et qui en même temps un peu un piège, quoi, parce qu'on est d'autant plus amené à se dépêcher. Et puis des éléments de confort sur le revêtement des rues, les parevents, les vêtements, etc., etc. Bon. Et puis quand même, des difficultés qui demeurent, y compris en fin de vie professionnelle. Donc là, on serait plutôt du côté de la troisième pénibilité dont je parlais, le vécu difficile du moment, avec le fait qu'il faut quand même se dépêcher, avec le fait qu'il y a quand même un peu d'effort qui demeure, avec des efforts aussi de réflexion et de concentration, et puis beaucoup de jugements très riches et très importants qu'on rencontre dans beaucoup de professions en rapport avec un public, en rapport avec des usagers, qui sont le sentiment que socialement le public se détériore. Je veux dire, le public est de moins en moins attentif, coopératif, etc. Ou en tout cas qu'il y a une partie des résidents, par exemple, et ça on a pu le constater nous-mêmes en effet, qui ont des comportements avec les rippers qui sont extrêmement et astreignants et démoralisants pour eux. Voilà. Donc on avait ce panorama-là, qu'on a évidemment complété par de l'observation d'activité, dont je vous donnerai juste un résultat pour vous montrer le genre de choses qu'on faisait. On avait fait un petit indicateur qu'on avait appelé le TSF, le Total Sollicitation Forte, le nombre de fois qu'il y a au moins l'un des efforts que vous voyez cités là en haut de la diapo, rapporté au nombre d'objets pris. Donc on dit par objet pris, combien on a à faire voilà, de sollicitations de ce type. Et vous voyez, vous allez voir dans un instant, voilà, qu'en effet, on pouvait quantifier pratiquement le fait que dans le cas où une tournée était entièrement équipée de containers, le score total de sollicitation forte était considérablement moindre que ce qu'il pouvait être dans les situations où c'était des cartons, des sacs, etc. Voilà. Alors, fin de cette investigation sur la première pénibilité. Je voulais donc juste ne pas marcher sur mes lunettes déjà, et je voulais juste, d'autre part, vous montrer que, voilà, il y a des investigations possibles. Je vous ai montré ce bricolage-là, il est faisable dans d'autres métiers pour essayer de faire une sorte d'inventaire de ce qui, dans ce métier-là, comporte comme facteur de pénibilité. Mais vous voyez bien, vous m'avez entendu le dire, que quand on fait une investigation pénibilité comme celle-là, on traite certes d'aspects ayant trait à la première pénibilité, et nous l'avons fait dans le rapport qu'on a remis aux demandeurs qui étaient le patronat et les syndicats du secteur. On a pointé aussi des choses sur le travail de nuit, des choses sur les toxiques, bien sûr des choses sur l'évaluation des exigences physiques lourdes, mais aussi, en fait, on s'est retrouvé en train d'écrire des caractéristiques de la pénibilité tout de suite, ou aussi de la deuxième pénibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui dans le travail fait que quelqu'un qui est en pas bonne santé ne peut pas bien faire le travail. Alors en principe, si j'arrivais à cliquer habilement
sur la petite flèche, je retournerai à la gare de triage. Oui, peut-être, ça va peut-être marcher. Enfin, plus ou moins. Comment je fais pour remonter à la précédente? Oui, merci, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, j'en ai fini avec la première pénibilité. Je serai plus rapide sur la deuxième, qui est un problème bien connu dans votre pratique, qui est la pénibilité. Je crois que je ne vais pas trop m'en servir de mes hypertextes. Je suis désolé. Voilà. Donc, deuxième forme de pénibilité. Cette fois-là, l'idée, c'est une partie des personnes ont des déficiences de santé, et c'est leur travail qui ne tolèrent pas bien leur déficience de santé. Tu vois que c'est un deuxième sujet, celui-là, qui peut concerner les mêmes personnes que le précédent, mais pas forcément. Alors, ce que je voudrais surtout, ce sur quoi je voudrais surtout insister à ce sujet-là, c'est que ces troubles de santé que peuvent ressentir les personnes gênent ou non dans le travail, le grand problème étant que l'ampleur de ces troubles a une prévalence qui augmente avec l'âge, et l'ampleur des gènes aussi. Et donc, dans le cadre de réformes qui tendent à allonger la vie professionnelle, numériquement, on va avoir un problème croissant. Je balaye ça très vite. Voilà. Là, vous avez, avec une enquête dans laquelle peut-être certains des présents ont été impliqués, il y a une douzaine d'années, l'enquête santé vie professionnelle après 50 ans, avec plusieurs centaines de médecins du travail qui avaient interrogé au total 11 000 salariés. Vous avez là le pourcentage parmi ces personnes de 50 ans et plus de ceux qui ont un trouble de santé, voilà, douleur, trouble du sommeil, difficulté à certains mouvements, etc., etc. Et à l'intérieur de cela, la part de ceux que ça gêne dans le travail. Donc, vous voyez que c'est selon les items, enfin, c'est mettons moitié-moitié, enfin, une bonne partie, ça les gêne vraiment dans leur travail, chez ces quinquagénaires-là. Une autre partie, ça les gêne pas, donc ça aussi, c'est une piste de prévention. On peut essayer d'éviter les troubles de santé, on peut aussi essayer de créer des situations de travail telles que les personnes qui ont des déficiences de santé puissent tenir le coup et être efficients dans leur travail tout de même. Alors, à la fin de cette enquête SVP 50, on demandait aux médecins de dire, compte tenu de tout cela, un assez gros questionnaire sur les conditions de travail et la santé actuelle et passée, est-ce que vous diriez qu'au fond, la meilleure solution pour ce salarié serait qu'il cesse de travailler, compte tenu donc de ses déficiences de santé, ou pas, hein, enfin, pour ceux qui en avaient ces déficiences de santé, du fait que son travail peut-être peut les accentuer, que c'est très très compliqué de le reconvertir. On est dans un milieu petite et moyenne entreprise. Hein, c'était une enquête menée par le groupe épidémiologie du CISM, et on trouvait des résultats intéressants, parce qu'on arrivait à peu près à 11% de salariés de 50 ans et plus pour lesquels le médecin jugeait qu'ils devraient cesser de travailler. Une partie d'entre eux étant avec des dispositifs qui allaient réellement leur permettre de bientôt s'arrêter, et puis une autre partie d'entre eux, plus grande, étant non, ils devraient s'arrêter de travailler, mais ils ne vont pas s'arrêter de travailler. On connaît bien le problème. Ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que entre 50 ans et 60 ans, c'est une pente extrêmement ascendante. Ce type de problème-là, des personnes ayant une déficience de santé qui gênent dans le travail ou qui risquent de s'aggraver à tel point qu'au fond, la meilleure solution serait qu'il arrête, ou qu'elle arrête, c'est pas le même niveau à 50, 51 ans et 58, 59 ans. Cet écart-là, on s'attendait quand même pas à le trouver de cette dimension-là. Et évidemment, les réformes de retraite qui tendent à amener les gens à travailler du côté de 59, 60, 61 ans, voire 62, tapent, si je puis dire, exactement dans la partie droite du graphique. Donc, même si les générations s'améliorent, enfin de génération en génération, l'espèce humaine s'améliore et que les taux pourraient diminuer un peu, on a quand même un vrai problème, et vous le connaissez bien, un problème de réaffectation. Et donc, une partie de l'allongement des vies professionnelles va se gérer de manière compliquée à coup de restriction d'aptitude quand on peut, aménagement de poste quand on peut, licenciement pour inaptitude quand on ne peut pas. Et ceci est bien une question qui a à voir avec la pénibilité du travail. Et on voit bien qu'elle est d'un autre ordre parce que la première, puisque ces personnes-là n'auront pas forcément accumulé des points. On peut avoir, je ne sais pas quoi, un accident de la circulation qui leur a laissé, enfin l'accident de voiture, quoi, qui leur a laissé une séquelle douloureuse quelque part, et cette séquelle douloureuse étant peu compatible avec le travail que l'on leur demande de faire, et les reconversions s'avérant, en l'occurrence pour cette personne-là, difficiles, c'est là qu'on a des problèmes.
Alors, j'ajoute un petit résultat qui vient d'une enquête plus ancienne, qui est Estève, mais pour gagner du temps, je ne vais pas commenter longuement. Peut-être certains d'entre vous ont participé à Estève il y a une vingtaine d'années, enquête santé, travail et vieillissement, et où on avait quand même pu tester, parce que l'enquête avait un protocole longitudinal à distance de 5 ans, 2 interrogations à distance de 5 ans, qui avait en effet cette amélioration de l'espèce humaine dont je viens de parler, c'est-à-dire que la courbe à âge donné, la courbe en l'occurrence des douleurs du cou et des épaules à tel âge en 95 était un peu en dessous de la même courbe en 90. Donc en 5 ans, on avait un peu gagné d'une génération à l'autre en termes de prévalence de ce type de douleur, mais n'empêche que les effets d'âge continuaient, et on le voit sur le graphique, je ne vais peut-être pas réussir à jongler, mais on le voit sur le graphique quand on prend un point, par exemple les 42 ans de 90, je vais y arriver, les voilà, chez les femmes en l'occurrence, et qu'on va chercher les 47 ans de 95 qui sont là, c'est donc la même population, hein, puisque c'est une enquête longitudinale, on voit bien que ça a augmenté, évidemment, quand même. Et donc l'effet de génération ne compense qu'en partie le phénomène que je viens d'indiquer sur les effets d'accroissement de la deuxième pénibilité, liés simplement au vieillissement, liés simplement aux réformes des retraites qui retardent la sortie. Allez, je renonce à passer par mon hypertexte. Vous vous souvenez que la troisième pénibilité, c'était vécu difficile des dernières années de vie active. Donc, en gros, vieillissement au travail au sens général. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et par exemple dans les dernières années de ma vie active, quelque chose ne va pas dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui fait donc qu'un travail peut être considéré comme accueillant ou non pour des travailleurs vieillissants? Alors, les grands domaines sur lesquels la littérature celle qu'on a produite dans notre propre centre de recherche, mais plus généralement la littérature sur ce sujet, et y compris au plan international, désigne des caractéristiques du travail qui posent particulièrement problème vers la fin de la vie professionnelle, sont énumérées là. Hein. Les pénibilités posturales à cause de diminution tendancielle de la souplesse articulaire avec l'âge, les horaires décalés ou nocturnes à cause surtout d'une fragilisation tendancielle du sommeil avec l'âge, la pression temporelle et le travail dans l'urgence, parce que le travail dans l'urgence rend moins possible le recours à l'expérience, et les changements fréquents dans le travail, parce que, notamment, avec l'âge, on a moins pris l'habitude d'avoir justement des changements et des occasions d'apprendre, et qu'on peut se retrouver temporairement en difficulté au moment d'un changement, ou alors il faudrait que ça ait été prévu, anticipé. Mais là, je suis presque en train de mordre sur des choses dont va parler Karine après moi, donc je n'insiste pas plus que ça. Alors, en revanche, ce que je voudrais, c'est vous présenter un petit modèle très simple, qui est celui par lequel on aborde donc cette troisième pénibilité, ce vécu difficile au fil de l'âge. Il y a des déclins variables, fonctionnels, tendanciels, statistiques, des fonctions humaines avec l'âge qui peuvent poser problème dans les relations avec la vie de travail. Ces déclins sont très variables, peuvent être induits par le travail, là on rejoint plus la première pénibilité, le travail entraîne des déclins de ce type, peuvent être révélés aussi par le travail, c'est-à-dire que les déficiences liées à l'âge sont de niveau éventuellement modéré, mais si les exigences du travail, elles, sont très fortes, à ce moment-là on les voit se manifester, ces déclins-là. Et en même temps, nous y insistons beaucoup, on construit de l'expérience, on a vécu un certain nombre d'événements dans sa vie professionnelle notamment, on a pu y réfléchir et on a construit de cette manière-là des compétences sur la tâche, sur soi-même, qu'est-ce qui me fatigue ou pas, qu'est-ce qui est douloureux ou pas, qu'est-ce que je réussis, qu'est-ce que je rate, et sur les autres, c'est où sont les coopérations précieuses dont je peux avoir besoin. On est de plus en plus compétent sur tout ça au fil de la vie professionnelle et c'est en fonction de tout ça qu'on met en place des stratégies dans le travail auxquelles évidemment les ergonomes en particulier s'intéresse beaucoup. Alors, je ne vais pas évidemment développer tout ça, mais par quelques petits exemples, vous montrer comment on arrive à vérifier ou à préciser les choses sur ce modèle-là. S'agissant par exemple des horaires décalés, qui sont nocturnes notamment, qui sont, je crois, pas une question de grande ampleur dans le secteur du bâtiment, mais je le pointe quand même, ce qu'avait montré une étude là dans une population de journalistes à l'agence France Presse, c'était que en horaire de nuit, les différences de durée de sommeil ensuite, donc quand on rentre chez soi, qu'on vient dormir le matin, entre les jeunes et les plus âgés, des journalistes, sont beaucoup plus marquées que pendant les vacances ou que quand il y a un horaire d'après-midi qui permet de dormir à des heures normales. De toute façon, tout le monde dort moins, évidemment, quand il va se coucher après une nuit de travail, mais nettement moins
chez les plus âgés. Donc, il y a un effet comme ça de combinatoire, de potentialisation de l'âge et des effets du travail de nuit. Un autre exemple, je reprends cette bonne vieille enquête Estève qui avait été bien prolifique et bien utile. On avait pu constater que les consommations de tranquillisants et de somnifères avaient un lien, dans une population de femmes en emploi administratif en l'occurrence, avec le sentiment de travailler dans l'urgence. Ça, c'est pas un scoop. Mais que ceci n'apparaissait très très fortement qu'à partir de la cinquantaine. Donc voilà une caractéristique du travail qui peut être vécue comme éventuellement pas trop gravement pénible quand on est encore jeune ou d'âge moyen, mais qui par contre, semble-t-il, a des conséquences plus néfastes et plus difficiles à vivre, au point de déclencher des consommations de somnifères et de tranquillisants, quand on est plutôt dans les 10-15 dernières années de sa carrière d'employé administratif. Du côté des compétences sur la tâche, je vais donner quelques exemples là aussi. Là, c'est une analyse des déplacements dans un atelier de la sidérurgie sorti d'un laminoir à froid. Et ce que montre ce graphique, c'est que les jeunes font beaucoup plus de déplacements dans l'urgence parce qu'il y a un pépin sur une bobine. C'est ce que montrent les deux doubles barres du haut de ce graphique. Alors que les anciens font beaucoup plus de déplacements anticipateurs. Aller chercher, prendre une info, donner une info, aménager son propre matériel de contrôle, etc. Autrement dit, les anciens sont beaucoup plus, s'ils le peuvent, dans une stratégie d'éviter certaines situations particulièrement pénalisantes, grâce à des stratégies comme ça, là où les jeunes supportent de le faire. Alors dans les deux cas, le travail est très bien fait, il n'y a pas de souci, mais on voit bien que c'est une démarche. Alors, on a beaucoup d'autres exemples de ce genre. C'est une démarche singulière qui est une forme de prévention de la pénibilité, chacun à sa manière. Dans une fabrique de pneumatiques, par autre exemple, ce qu'on a pu constater, c'est que dans un poste c'est chez Michelin, voilà, c'est une fabrication de pneus, et on est en train de découper, l'ouvrier est en train de découper un bloc d'ingrédients avec un couteau régulièrement, et il pèse les blocs d'ingrédients après sur une bascule. Ce que l'on voit, c'est que le couteau, comme le couteau s'échauffe, comme dans toute tâche de découpe, et les anciens font le trempage du couteau dans un baquet d'eau froide qu'ils ont à leurs pieds pour refroidir la lame, beaucoup plus souvent que les jeunes. Mais en revanche, derrière, ils s'y retrouvent largement en temps de découpe parce que la découpe est beaucoup plus précise. Et finalement, donc, la pression du bras, cet effort qui consiste à appuyer sur le couteau pour découper le bloc d'ingrédients, ils le font moins longtemps. Donc ils sont dans une stratégie d'auto-prévention, si l'on peut dire, à condition que cette stratégie soit rendue possible dans l'organisation du travail. Je reviendrai en conclusion. Si on revient à nos reapers, ce qu'on avait constaté, par exemple, ce sont les deuxième, troisième, quatrième barre, double barre en partant du bas. C'est une situation où on avait à la fois un jeune et un ancien. Et la principale différence de pratique de travail qu'on avait constatée, c'est que le jeune monte beaucoup plus sur marche-pied pour faire des trajets d'une poubelle à une autre que l'ancien. On aurait pu croire l'inverse, hein. On aurait pu croire que c'était l'ancien qui faisait moins de déplacements, moins de courses le long du camion. Non, les anciens ont appris à leur corps défendant, si je peux dire, que les montées-descentes du marchepied, notamment les descentes du marchepied, sont à terme plus pénalisantes, pour les genoux notamment, que de marcher, même rapidement et même en trottinant de temps en temps, d'une poubelle à une autre si elles ne sont pas trop éloignées. Alors des exemples comme ça, je pourrais en donner beaucoup, on a toute une littérature là-dessus. J'ai donné des exemples individuels, je donne un exemple collectif, c'est de répartition des tâches dans une petite équipe d'avions. Vous voyez, c'est de la micro-statistique sur 8 personnes, cette affaire, hein. Et ce que l'on constate, c'est que quand on catégorise les tâches, les opérations à faire, en fonction des exigences de posture et des contraintes d'urgence dans le travail, ce sont quand même plutôt les jeunes, les plus jeunes de l'équipe, qui ont pris en charge les opérations qui cumulent le plus les exigences posturales et les contraintes de temps et d'urgence. Encore faut-il que ces régulations collectives-là soient possibles. Encore faut-il qu'il y ait par exemple un certain équilibrage entre âges dans l'équipe pour que ce type de répartition puisse se faire. Le dernier exemple que je vous donnerai, c'est dans une cuisine où on se rend compte que selon les âges et selon l'état de santé, on voit des formes d'entraide non réclamées qui se passent comme ça de manière assez harmonieuse à l'initiative des personnes elles-mêmes
de cuisiniers plus jeunes en direction des plus âgés, qui se trouvent être aussi des femmes, mais ça n'a pas à voir avec la galanterie, hein, c'est juste une régulation nécessaire compte tenu de leurs problèmes de santé. À chaque fois qu'il y a une plaque de four un peu basse ou un peu lourde ou une grosse marmite à renverser, ils interviennent tout naturellement pour donner le petit coup de main, mais le donnant-donnant étant, et là ça va rejoindre des choses dont Karine va vous parler, que les femmes, ces quinquagénaires-là, transmettent des savoir-faire très précieux aux plus jeunes sur la programmation des repas, les recettes, etc., qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la cantine aujourd'hui et plus tard. Donc il y a une forme d'anticipation, une espèce de régulation conjointe de la pénibilité et de la qualité des repas, si je peux dire, et de la bonne organisation de la cantine grâce à ce fonctionnement collectif. Alors voilà, je vous ai présenté tout ça un peu à la va-vite, surtout pour la dernière partie. Je récapitule en une diapo. Je vous rappelle donc les trois types de pénibilité que je proposais de distinguer. Les contraintes porteuses de risque pour la santé à long terme, celles qui sont énumérées dans la loi, hein, celles qui seront présentes dans le compte pénibilité. Première pénibilité. Deuxième, les formes de santé déficientes et le travail qui ne tolère pas bien ces déficiences de santé. Troisième, tout ce qui est vieillissement au travail un peu difficile, avec des problèmes extrêmement divers. J'en ai cité certains, mais on pourrait parler des temps et des conditions de trajet, on pourrait parler de la saleté, on pourrait parler des tensions, tous les facteurs psychosociaux de risque, par exemple, peuvent être tout à fait là-dedans, lesquels nous intéressent, nous tous ici, les trois, évidemment les trois. Alors, ça vaut la peine, en revanche, à chaque fois de savoir sur quoi on est en train d'agir. L'amélioration, les actions d'amélioration globale des conditions de travail, elles ont le mérite d'agir sur les trois. C'est pour ça que je disais au début, je pense que je prêche des convaincus, c'est-à-dire qu'au fond, on peut dans une certaine mesure continuer à faire ce qu'on avait à faire avant la loi. Hein. C'est le socle même et d'une action pour éviter l'usure et les facteurs de risque à long terme, et d'améliorer les marges de manœuvre pour prendre en charge les personnels à santé déficiente, et de créer des conditions de vie au travail, une qualité de vie au travail plus agréable et moins difficile, y compris pour les vieillissants. Il peut y avoir des actions ciblées, dont les départs anticipés font partie, hein, mais aussi tout ce qui est réaffectation, protection, etc., parfois justifiées par les contraintes vécues auparavant. Ça, c'est le principe du compte pénibilité. Mais en tout cas, ça ne règle comme problème que, mais c'est toujours ça, les cas très précis de personnes présentant des déficiences de santé, liées en particulier à l'âge, mais pas seulement. Et enfin, j'ai insisté à la fin de mon exposé, mais je ne vais pas développer plus parce que pour le coup, l'exposé suivant va y revenir. Il y a un enjeu très très important qui, à mon avis, est y compris un enjeu pour les services de santé au travail, même s'il faut qu'il s'affirme un droit d'intervention dans ce domaine-là, c'est la valorisation des ressources de l'expérience. Je pense que les professionnels de santé au travail, là aussi je pense que c'est un point de vue peut-être qu'on partage tous, ont des choses à dire sur la conduite des parcours professionnels, sur l'organisation du travail et la manière dont les différentes compétences peuvent s'y exprimer, sur les systèmes de formation. On a à se mêler parce qu'il y a des enjeux de santé au travail et donc de pénibilité, en tout cas au troisième sens et un peu au deuxième, qui sont tout à fait importants à prendre en compte. Voilà, je vous remercie de votre attention.